Eh bien, c'est parti. Donc, bonjour à tous et toutes. Je suis Raphaël Deveau, je suis consultante climat chez Magellan. Chez Magellan, on a un cabinet de stratégie et de formation sur les enjeux de transition bas carbone auprès des entreprises. Et comme on aime bien partager nos connaissances sur les sujets qu'on voit avec nos clients, on publie régulièrement des mémos qui sont des mémos thématiques sur certains sujets qu'on voit passer. Le dernier qu'on a publié, c'était celui sur la viticulture et le secteur viticole-vinicole. Et là, on est sur un tout autre sujet qui sont les enjeux de transition de l'enseignement supérieur. Et ce qui nous intéresse, c'est de partager ces mémos à un public le plus large possible, en open source bien sûr, pour partager nos connaissances et essayer de faire avancer la transition de manière générale. Ces mémos, on aime bien les présenter lors de webinaires et en l'occurrence, on a organisé une petite table ronde avec 3 experts du secteur de la transition de l'enseignement supérieur que je vous présenterai juste après. Donc, comment va se passer cette heure? Je vais commencer par une petite présentation synthétique du mémo. Vous pourrez bien sûr avoir le lien vers le support complet à l'issue de cette présentation. Donc là, c'est une version allégée pour vous donner la synthèse de ce qu'on a ressorti de notre expérience du secteur. Et ensuite, on aura environ 35-40 minutes de discussion donc avec nos 3 experts sur tous les enjeux de transition de l'enseignement supérieur au niveau des campus et au niveau des enseignements. Donc pendant toute la séquence, n'hésitez pas à poser des questions via le chat. J'essaierai de les prendre au fur et à mesure. Et merci par avance pour votre écoute. En très synthétique, donc d'après nos missions, d'après les lectures qu'on fait, d'après ce qu'on observe sur la transition de l'enseignement supérieur, on a identifié 2 grands leviers, 2 grands enjeux qu'on va aborder aujourd'hui. L'enseignement supérieur, c'est des structures. Donc, comme toutes les organisations, elles ont un gros enjeu de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Et par ailleurs, c'est des structures qui ont une audience, qui ont un vrai rôle à jouer dans la transition en termes de formation des professionnels et des citoyens de demain. Donc, on va essayer de balayer ces 2 aspects dans les 10-15 prochaines minutes. Déjà, pour contextualiser un petit peu, quand on parle d'enseignement supérieur, de quoi parle-t-on? On parle de plus de 3500 établissements d'enseignement supérieur en France, des écoles, des universités, ce qui fait quasiment 3 millions d'étudiants pour la rentrée dernière, un chiffre qui est en légère hausse en adéquation avec la hausse de la population. Donc autour de 3 millions, vous pouvez retenir. Et plus de 30 milliards d'euros de dépenses sur l'année 2019. C'est un chiffre un petit peu plus vieux, mais ça vous donne un espèce de panorama global du budget et tous les enjeux qui vont avec l'enseignement supérieur. Chez Magellan, on n'est pas du tout les premiers à s'intéresser à ce secteur. Je vous redirige vers ces publications qui sont de très grande qualité. Une publication du Shift Project plutôt sur le contenu des enseignements à diffuser, le guide de la décarbonation de l'enseignement supérieur de Weekend, qui a un panel avec 8 écoles et universités de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec plein de conseils très pratiques, le plaidoyer pour un réveil écologique de l'enseignement supérieur qui a plutôt été écrit par des étudiants, et puis les petits manuels de la grande transition qui viennent de paraître sur ce sujet et qui sont extrêmement intéressants également. N'hésitez pas à aller lire ces différentes brochures. Nous, ce qu'on a voulu avec ce support, c'est essayer de proposer avec la patte Magellan, donc quelque chose de très direct et synthétique, les grands enjeux que nous, on retient. Plein d'établissements ont commencé à agir. Il y a eu récemment le séminaire de rentrée à HEC qui se passe maintenant sur une semaine entière à Chamonix, avec vraiment un focus sur les étudiants pour les aider à prendre conscience de ces enjeux. Voilà, avec cette slide apparemment. À Dauphine, par exemple, on a des nouveaux cours sur les enjeux écologiques du XXIe siècle, etc. Il y a plein d'établissements qui ont mis en place des nouveaux cours, des nouvelles manières de faire. Et du coup, on ne dit pas qu'on va réinventer la roue, mais on veut vous faire un panorama de où est-ce qu'on en est. Donc, premier enjeu, la décarbonation des campus. Un établissement, comme je vous le disais, c'est une organisation comme une autre qui gère des flux physiques. Et donc, une organisation qui génère des flux physiques, ça génère des gaz à effet de serre. Décarboner un campus, du coup, ça commence par comprendre où se situe cet impact, où se situe le gros de son empreinte carbone. Donc, faire le bilan carbone du campus. Par exemple, si je prends un campus qui a de nombreux échanges internationaux, je ne vais peut-être pas avoir beaucoup d'impact sur la construction de mon campus, puisqu'il est vieux, sur les achats, etc. En revanche, si j'ai beaucoup de déplacements professionnels de mes étudiants, de mes enseignants, de mon administration, mon empreinte carbone, elle risque d'être polarisée sur ce point
les mobilités longue distance. Et potentiellement, si je suis sur un campus ancien qui est mal isolé, je vais avoir des consommations d'énergie importantes au niveau du chauffage, de la climatisation, etc. Donc, tant qu'on n'a pas fait ce bilan carbone du campus, on ne va pas forcément savoir où sont, pour mon université, pour mon établissement, les gros pôles d'intérêt. De manière générale, quelle que soit la structure, on a 3 sujets principaux qui se dégagent, qui vont être valables pour tous les campus, à moduler évidemment en fonction de là où se trouvent les gros postes d'émission. Ces 3 pôles, ils ne sont pas sorciers quand on s'intéresse au sujet des émissions de gaz à effet de serre. D'une part, réduire les consommations d'énergie et l'impact de ces consommations. Deuxième part, réduire l'empreinte de l'alimentation. Troisièmement, décarboner les mobilités. On va passer juste un tout petit peu de temps à rentrer dans ces sujets. Sur la partie consommation d'énergie, face à la crise de l'énergie de l'an dernier, l'État a demandé aux établissements une réduction de leur consommation de 10% sur 2 ans. Donc ça, c'est une circulaire qui date d'il y a environ 1 an. Et donc, il y a plein d'établissements qui ont déjà quand même bien enclenché la machine sur ce sujet des consommations d'énergie et de leur impact. Les leviers d'action, ils n'ont pas grand-chose de nouveau. Le premier niveau, c'est encourager les éco-gestes, et ça, on connaît tous, éteindre les lumières, les appareils informatiques la nuit, etc. Le deuxième niveau, c'est plutôt l'impact sur les consommations, chauffage et climatisation. Beaucoup parlé l'an dernier également. Maintenant, pas trop dessus. Troisième niveau, si on peut aller plus loin dans les établissements qui ont le budget pour ou qui ont des travaux en cours, c'est carrément améliorer l'isolation des locaux, ce qui permet vraiment de réduire fortement les consommations d'énergie, voire installer une gestion technique centralisée des bâtiments, ce qui permet, à travers un moniteur centralisé, de surveiller les consommations de chauffage, de clim, éteindre les lumières, éteindre les appareils, ce qui permet vraiment de limiter toutes les consommations qu'on peut laisser avoir lieu sans s'en préoccuper. Un petit exemple, les Frey, une école d'ingénieurs dans le sud de Paris, ils ont récemment rénové leur campus, ce qui leur a permis de remplacer leur chauffage au gaz par de l'électrique et en même temps d'améliorer leur DPE. Donc, ils se retrouvent avec un chauffage qui est moins émissif, puisque l'électrique est moins émissif que le gaz en France, et en plus des bâtiments mieux isolés, donc une consommation énergétique plus faible, que ce soit l'hiver pour le chauffage ou l'été pour la clim. Ça, c'est un bon exemple à suivre si vous avez des travaux en ligne de mire. Deuxième sujet, l'empreinte de l'alimentation. On parle de structures d'établissement d'enseignement supérieur, donc on parle de beaucoup d'élèves, donc on parle soit de Crous, soit de cantine. En tout cas, il y a des postes importants autour de l'alimentation. Ce sujet, il est important parce qu'il a un impact à la fois au niveau personnel, individuel, et puis au niveau de structure collective. À avoir en tête, un repas à base de viande rouge, c'est 13 fois plus émissif qu'un repas végétarien. La viande rouge, du coup, principalement du bœuf, mais on peut aussi mettre là-dedans toutes les viandes très émissives comme le veau ou l'agneau. Donc, ne serait-ce que faire passer son campus à plus de repas végétariens, c'est réduire très fortement l'impact de la nourriture. Plusieurs moyens d'action là-dessus. Il y a des bons exemples d'entreprises, par exemple, qui forment le personnel de leur restaurant pour proposer des offres sans viande qui sont plus attractives. Parce qu'évidemment, tant que le repas végétarien, ça va être les pommes de terre bouillies à l'eau, ça ne donnera pas forcément très envie d'arrêter de manger un steak. Mais si on arrive à rendre ça attractif, on arrivera à faire basculer plus de personnes vers ce type de consommation. Organiser des journées végétariennes, sensibiliser plus largement, par exemple avec un affichage carbone pour les plats vendus. Ou enfin, pour les personnes qui ne voudraient pas manger sur place ou qui n'auraient pas de cantine, créer des partenariats avec les restaurants proches, avec les snacks qui sont proches, pour encourager les offres de restauration plus vertes, en tout cas moins émettrices. Vous aurez plein d'autres exemples dans la présentation complète. Un petit exemple à nouveau, au niveau de l'ESSEC, par exemple, avec qui on a également travaillé cette année. L'ESSEC, ça fait un moment qu'ils ont réfléchi sur ce sujet et ils ont mis en place une charte de l'alimentation durable qui axe son offre à la fois sur le développement d'offres végétariennes, sur le bio, sur le localisme et sur une démarche zéro déchet. L'ESSEC travaille avec son prestataire de restauration pour essayer d'aller le plus loin possible dans cette démarche et encourager notamment le végétarien, avec par exemple la mise en place d'un lundi vert. Le lundi, vous ne pouvez plus manger de viande sur le campus de l'ESSEC, ça permet de sensibiliser et de réduire directement l'impact des repas. Troisième sujet, au niveau de l'empreinte d'un campus, ça va être les mobilités. Et ça se distingue en 2 branches. Vous avez toutes les mobilités du quotidien, c'est-à-dire comment les gens viennent sur le campus, qu'il s'agisse des étudiants ou de l'administration, des enseignants. Et puis ensuite, vous avez toutes les mobilités plus ponctuelles, les voyages d'études, les échanges, ce type de déplacement.
Au niveau des déplacements domicile-campus, dès lors qu'on repose sur la voiture individuelle, c'est pareil, c'est une notion qui commence à être un peu plus connue. On est sur des déplacements qui sont très émissifs. Une voiture individuelle, elle est rarement occupée, une voiture, pardon, est rarement occupée sur des trajets domicile-travail par plus d'une personne. Dès lors qu'on la compare à l'impact des transports en commun, on est vraiment sur un mode de transport qui est extrêmement émissif. Alors évidemment, tous les trajets domicile-campus ne sont pas faisables en transport en commun, mais on peut imaginer moduler, faire une partie de vélo, une partie de transport en commun, ou recourir à la voiture en covoiturage. Pareil, on a listé plein d'exemples là-dessus dans la version complète de cette étude. Sur la partie mobilité internationale, pareil, le gros sujet, c'est l'avion. Et quand on fait une mobilité pour changer de continent, évidemment, par exemple sur des échanges étudiants ou sur des partenariats universitaires ou des colloques pour les enseignants, on a souvent des longs trajets, des longs déplacements. Et donc, forcément, l'impact de l'avion est assez important. Donc, si on veut décarboner ses mobilités, on est supposé essayer de réfléchir sur ces deux axes, donc encourager les mobilités du quotidien à se décarboner, mais aussi les mobilités de long terme. Et de manière plus générale, ça peut amener des écoles, des établissements à repenser leur modèle. Est-ce qu'on doit rendre obligatoire les échanges universitaires? Est-ce qu'un modèle d'établissement pérenne, à horizon 2030, 2035, 2040, peut dépendre de l'avion? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut fonder toute son image de marque sur le fait d'encourager énormément les échanges internationaux à l'autre bout du monde? Est-ce que ça va être durable? Comment, du coup, si on décide de faire partir peut-être moins ces étudiants, on peut quand même encourager l'ouverture culturelle de manière bas carbone? Et puis au niveau des enseignants-chercheurs, à quoi peut ressembler la carrière d'un enseignant-chercheur qui essaye de réduire ses mobilités, qui va peut-être pas vouloir se rendre à tous les colloques dans différents pays? Je ne vais pas évidemment vous donner de réponse à ces questions à l'instant, mais en tout cas, c'est intéressant de se rendre compte qu'elles se posent et que toutes ces réflexions, c'est de la réflexion stratégique de long terme pour un établissement. Donc, c'est des choses qui doivent être posées sur la table dès maintenant pour qu'on commence à se demander à quoi va ressembler notre établissement de demain. Petit exemple à nouveau, l'INSA Lyon teste depuis 2022 un pass carbone, c'est-à-dire que les étudiants d'un certain département de l'INSA peuvent suivre en temps réel l'empreinte de leur choix de mobilité. Et du coup, quand ils doivent choisir un échange étudiant, par exemple, pour leur 4e année d'études, ils peuvent se rendre compte qu'ils ont déjà consommé tant sur un quota carbone sur leur scolarité, et du coup prendre une décision plus éclairée, plus consciente de leur choix de mobilité. Donc assez intéressant aussi de responsabiliser les élèves sur leur choix de déplacement en leur faisant prendre conscience de l'impact que peuvent avoir certains. Voilà pour cette partie impact des campus. Et je vais du coup passer maintenant à l'impact des enseignements et de la recherche, du comment on peut les faire évoluer pour aller dans la bonne direction. On ne va pas parler ici beaucoup en détail de la recherche, qui est encore un sujet particulier, mais on va plutôt rester sur la partie enseignement. Comme je l'ai déjà dit, donc les établissements ont un rôle clé à jouer dans l'avènement de cette transition parce que sur le point de vue, ce sont des structures qui vont éduquer, donc qui peuvent permettre de donner à penser à la société de demain, qui vont permettre de changer les représentations pour les étudiants, développer leur esprit critique, et puis, tout bêtement, enseigner les compétences clés et les métiers de demain de la société bas carbone vers laquelle on doit se diriger. Donc l'évolution des enseignements, c'est deux leviers, à la fois la refonte des programmes de manière générale, et puis la formation des enseignants. Ces deux leviers sont hyper liés. Si on refond un programme mais qu'on ne forme pas les enseignants, ils ne vont pas être en mesure de l'appliquer. Et tant qu'on n'a pas formé les enseignants, ils ne vont pas forcément pouvoir contribuer au bon niveau à la refonte des programmes et à l'évolution des cours. Sur les contenus, je vous redirige à nouveau vers des ressources extrêmement fouillées. Le Shift Project qui a travaillé avec des écoles de commerce et d'ingénieurs sur deux rapports, former l'ingénieur du XXIe siècle et former les acteurs de l'économie de demain, qui rentrent vraiment dans le détail sur les compétences qui doivent être enseignées aux futurs ingénieurs et aux futures personnes en entreprise. Je voulais faire un petit topo là-dessus, plutôt dans ce webinaire sur la formation des enseignants. Pour nous, c'est vraiment un point qui est crucial parce que on se retrouve avec soit des enseignants qui ne se rendent pas encore compte des enjeux, mais de plus en plus des enseignants qui se rendent compte des enjeux, qui sont assez volontaires pour faire évoluer leurs enseignements, mais qui ne savent pas forcément par où s'y prendre. Un bon exemple, c'est avec l'EFREI, du coup, École du numérique que je vous mentionnais tout à l'heure. On a travaillé pour créer une formation de 2 jours sur toute la transition socio-écologique
Et en fait, cette formation, elle a été dispensée à l'ensemble des responsables de programme, des enseignants et des enseignants-chercheurs, avec deux buts. Pouvoir intégrer ces sujets dès la rentrée 2023, c'est une formation qu'on a donnée un peu plus tôt cet été. Et puis, surtout, permettre à ces personnes d'être autonomes pour continuer à creuser ces sujets. Former à la fois les responsables de programme, du coup, qui peuvent avoir une vision complète de ce que doit comprendre un cursus pour un étudiant ingénieur, et puis tous les enseignants pour que dans leur matière, dans leur cours individuels, ils puissent transmettre ces connaissances. Pour finir cette présentation un petit peu rapide, quelques recommandations. Il est clair qu'il n'y aura pas de changement de décarbonation profonde du secteur sans changement systémique. Et pour qu'il y ait des changements systémiques, il faut impliquer tous les acteurs. Vous en avez vu plusieurs ici, les directions et les administrations d'établissements, les ministères, les systèmes d'accréditation, les étudiants et alumni, les classements et les labellisations, puisque tant qu'on classera les établissements sans tenir compte de ces enjeux, il n'y aura pas d'encouragement pour les établissements à y aller. Les entreprises partenaires qui travaillent avec les établissements, qui parfois les sponsorisent, dans lesquels vont les étudiants une fois qu'ils ont fini leurs études. Puis évidemment, les enseignants, comme on l'a déjà mentionné. Et chaque acteur, sans rentrer forcément dans le détail, vous aurez accès encore une fois à cette présentation, chaque acteur a son champ de travail, son champ d'action, et peut envoyer des signaux. Et c'est hyper important que tout le monde envoie des signaux pour se dire qu'on va dans la bonne direction. Une direction qui impulse une démarche, elle envoie un signal aux enseignants pour leur dire « Allez-y, formez-vous, on va vous soutenir là-dedans ». Une entreprise qui commence à faire son bilan carbone et à s'intéresser à ces sujets, elle envoie également le signal à l'école qu'il va falloir commencer à se mettre au niveau et qu'elle va demander bientôt aux élèves d'avoir un certain type de compétences, etc., etc. Et dans votre établissement, c'est comment? C'est sur cette question un petit peu ouverte que du coup, je vais terminer cette partie de présentation. Comme je vous l'ai dit, vous aurez bien sûr accès à l'issue du webinaire, à la présentation complète avec un petit peu plus d'exemples, un petit peu plus de détails. Et du coup, je vais proposer à nos intervenants, bonjour Aïcha, hello Vinciane, et il nous manque juste Étienne. Et bonjour Étienne. Bonjour à tous. Merci à tous Bonjour. les trois de nous avoir rejoints. Et du coup, pour vous présenter très rapidement, donc je vais faire par ordre d'apparition à l'écran. Aïcha, du coup, tu es docteur en économie, ENS et MIT. Et aujourd'hui, tu es formatrice sur les enjeux climat et biodiversité, également consultante. Tu travailles beaucoup auprès d'établissements d'enseignement. Tu travailles notamment en partenariat avec Magellan de manière régulière. Tu seras peut-être plutôt notre atout formatrice. Qu'est-ce que ça fait de concevoir un projet de formation et comment on mène tout ça. Vinciane, du coup, toi, tu es chargée de programme emploi et formation pour le Shift Project. Tu as travaillé notamment pour la partie formation, donc tu as les documents que je présentais tout à l'heure te sont très familiers. Et du coup, tu es peut-être plutôt notre experte sur le côté synthèse, vision synthétique du secteur, comment progressent les établissements et comment ils s'attribuent ces sujets aujourd'hui. Et enfin, Étienne. Étienne, tu es directeur de la recherche et membre du COMEX d'Effray, du coup, l'école dont on parlait tout à l'heure. Et toi, tu as notamment découvert les rapports du Shift Project et souhaites essayer de les appliquer de manière la plus ambitieuse possible au sein de ton école, l'Effray. Et donc, tu es un peu notre témoin insider de ce qui se passe dans une école. Et donc, pour ouvrir un petit peu la discussion, je pense que ce qui peut intéresser les participants, les gens qui sont là, c'est un peu la question du passage à l'action. Donc, on va peut-être commencer par toi, Étienne. Comment est-ce que tu as réussi à lancer la transition au niveau de l'Effray? Qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place et qu'est-ce qui a été le facteur déclencheur pour que tout ceci prenne? Oui, donc effectivement, c'est une bonne question. Il faut arriver à passer à l'action. Euh, Au niveau de l'école, déjà, ce qui nous pousse à passer à l'action maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'était pas le cas quand j'ai commencé, mais maintenant, c'est les directives du ministère. Parce que les injonctions du ministère, il y a eu le rapport Jusel-Abadi début 22, le plan de l'automne 22, la note de cadrage en juin dernier, et donc de toute façon, en tant qu'école, on est obligé d'y aller. De toute façon, on n'a pas beaucoup de choix. Ensuite, après, c'est vrai que les vidéos, par exemple, des diplômés de l'agro ou de l'X, eh ben, ça réveille quand même en interne parce qu'on se dit, mais en fait, j'ai pas envie qu'il y ait le même happening au niveau de ma remise de diplôme. Donc là,
je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience de la direction en disant non, mais même si on est d'accord, on n'est pas d'accord, c'est pas le problème. Il faut, en tant qu'école, avancer dans cette direction-là. Oui, c'est un bon point. Mais toutes les écoles, pour autant, n'ont pas forcément cette prise de conscience, n'avancent pas forcément à ce niveau. Euh, Ouais, donc après, je crois que c'est aussi la motivation de quelques-uns au sein de l'école, évidemment. Il suffit qu'il y ait quelques-uns qui soient au niveau de l'école, qui soient motivés pour avancer. Ensuite, après, ce que j'ai fait, c'est que tu as parlé, Raphaël, de la formation de tous les responsables de programme, enseignants, enseignants-chercheurs. Mais avant, j'ai formé le CODIR, le COMEX. C'est la première chose. Donc, j'ai invité des spécialistes du Chief Project qui, en tout petit comité, a parlé ça au comité de direction, au directeur, à tous les postes clés. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui doit partir du haut et ensuite percoler dans l'organisation, je pense. et toi, Vinciane, c'est quelque chose que tu retrouves également, cette notion de il faut commencer par sensibiliser, engager le COMEX pour que ça puisse redescendre ensuite. Oui, enfin, en tout cas, ça fait partie des recommandations qu'on a. Alors, en termes d'ordre, voilà, je ne sais pas s'il y a un ordre absolument, mais en fait, il y a quand même un besoin de former en effet, et les instances de direction et les enseignants-chercheurs et les enseignants. Et on sait beaucoup, enfin, en fait, on a beaucoup eu ces questions de est-ce que le changement, il va venir d'en haut de la direction ou est-ce qu'il va plutôt venir d'en bas, au sens de, quand on dit d'en bas, on pense beaucoup aux enseignants-chercheurs dans les établissements. En fait, on a entendu beaucoup de débats, des visions différentes. Et finalement, notre vision un peu voilà, synthétique, pour reprendre ton mot tout à l'heure, c'est qu'il faut les deux. C'est-à-dire que ce qu'on observe beaucoup dans des établissements, c'est que le déclencheur, ça va être, comme le dit Étienne Pernaut, un petit groupe moteur, typiquement un groupe d'enseignants, d'enseignants-chercheurs euh, qui vont être moteurs très dynamiques et qui vont qui vont pousser ces sujets. Mais aussi, quand il s'agit voilà, de massifier ce mouvement, de lui donner de l'ampleur, de l'accélérer, il y a absolument besoin du soutien de la direction, d'où le besoin que cette direction soit formée et une bonne compréhension des enjeux pour bien comprendre l'ampleur des transformations que ça demande. On a travaillé particulièrement sur la question de la transformation des enseignements. Donc là, voilà, il y a un besoin de comprendre que ça peut demander dans certaines familles de disciplines des transformations très profondes. Et en fait, on a besoin des directions pour donner des moyens, donner du temps notamment, organiser des formations justement pour l'ensemble du corps enseignant, donner du temps pour repenser les cours, repenser les programmes, et puis parfois aussi pour ces petits groupes d'enseignants-chercheurs moteurs, leur donner des espaces d'expérimentation. Enfin, on a vu ça dans beaucoup d'établissements. On a travaillé beaucoup avec Audencia, en tout cas sur notre projet sur les formations en gestion. On a travaillé beaucoup avec Audencia, où il y a eu cette école interne Gaia qui a été créée, qui donne de l'espace d'expérimentation pour les enseignants-chercheurs moteurs. Ça a été le cas à l'ESCP avec la création d'un département Sustainability qui, et puis la création de cours, même si au départ c'est des cours électifs, qui donnaient aussi ces espaces d'expérimentation. On a un exemple du master finance durable à Cage voilà, qui a été créé dès 2016 et là aussi qui n'était pas forcément capable, peut-être pas provoquer un engouement très large immédiatement. Mais en tout cas, c'est à chaque fois enfin, ce sont à chaque fois des directions qui ont permis de donner de l'espace, de donner des moyens en fait à cette initiative qui venait d'en bas. Super, c'est des bons exemples. C'est bien de savoir aussi qu'il y a des choses qui se passent dans plein d'établissements. Et je pense pour creuser un petit peu ce sujet, si on peut rentrer dans le très concret, Aïcha, toi, de ton expérience du coup, de formatrice qui a travaillé avec beaucoup de profs, euh, comment est-ce qu'on intègre ces sujets à un cours quand on est un prof sensibilisé, quand on est un enseignant qui s'intéresse à ces questions? Euh, Qu'est-ce que tu aurais comme conseil pour donner un bon cours sur le sujet? Ouais, pour rebondir sur ce que disait Vinciane et dans le cadre de ce qu'on a fait avec Étienne à l'Effray, pour donner du contexte aux participants qui nous écoutent, c'était pensé comme 2 jours de formation pour tout le corps enseignant qu'on a fait par groupe de 10-12 et on avait pensé un programme qui couvrait plusieurs thématiques qui ont trait aux enjeux environnementaux, le climat, mais pas que. On parlait biodiversité. L'Effray a cette particularité d'être très anglais sur le numérique. Et donc, on a aussi mêlé ces enjeux environnementaux aux enjeux propres du numérique qui ouvraient à d'autres sujets comme celui des ressources. Et mon retour de tout ça, euh, ben, il est quand même hyper positif. Hyper positif, pourquoi? Parce que
j'ai eu l'impression effectivement d'être dans un cadre soutenu ou privilégié peut-être parce que c'est pas la norme, mais en tout cas d'avoir cet espace-là, c'était très confortable et c'était très important que Étienne soit là pour l'incarner, que les profs sentent que c'était une démarche profonde de l'école. Donc ça, quand on arrive dans ce cadre-là comme formateur, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Dans un domaine un peu différent, j'étais en formation des chargés de tutelle du ministère de la Culture qui sont aussi en lien avec l'enseignement supérieur parce que c'est des gens qui suivent à la fois les musées, mais aussi les écoles des beaux-arts et les écoles d'archi. Et en fait, pendant la formation, il y avait la présence de gens du ministère. Je pense que quand on entre avec ces programmes de formation, avoir ce soutien du top management ou en tout cas de quelqu'un qui représente l'institution, c'est vraiment indispensable. Sinon, en fait, on est parachuté et ça, c'est pas confortable. Du coup, dans ce contexte, c'était confortable. Aborder tous ces sujets, c'était confortable. Et est-ce que, pourquoi je te disais que mon retour est super positif, c'est parce que au départ, j'ai même gardé le post-it où je m'étais noté le premier tour d'intro, le premier matin de où vous en êtes, vous, comment vous percevez ces sujets. Et franchement, le truc fait pas super envie, quoi. Sentiment d'urgence, pessimisme, effet de mode, je suis juste observateur. Est-ce que je devrais verdir ma recherche? Enfin bon, impuissance. Et on termine franchement les 2 jours et les gens mais, ont complètement changé. Ils sont là, bah, nous, on a envie d'une deuxième formation. On aimerait bien que vous nous suiviez sur comment nous, on va intégrer ces contenus dans le cours. Ils réalisent quand même que, et ça, c'est, je pense, un peu un incontournable, c'est qu'il y a des blocs un peu socles qu'on transmet, et c'est ce qu'on a un peu tâché de faire sur ces 2 jours, de consolider les fondations. Mais les réponses à comment on fait un cours d'algorithmique demain qui intègre ces enjeux, ben, j'ai envie de dire, personne ne l'a en fait. Et c'est un travail d'expérimentation, comme disait Vinciane, ou de recherche et de co-construction qu'il faut mener ensemble, quoi. Mais moi, je me suis sentie très utile, en tout cas, dans la constitution de ce socle qui permet à tout le monde de sortir de ses postures d'observateur, d'impuissance, d'éco-anxieux, de se sentir jugé ou quoi. C'est pas le sujet, en fait. Pas le sujet. Le sujet, c'est de s'approprier ces thématiques et de savoir comment on met ses propres compétences et à son endroit le plus intelligemment au service de cette transition. Voilà. Merci pour ton retour. Et bah, du coup, peut-être pour terminer de creuser ce cas, parce que je pense qu'il est quand même assez intéressant. Étienne, est-ce que tu as eu des retours du coup des personnes qui ont assisté à ces formations, que ce soit les chargés de programme, du coup, qui ont plus une vision globale, ou les enseignants, sur la manière dont ils ont réussi à intégrer ces sujets, à les prendre en main? Ouais, ouais, donc déjà, effectivement, je confirme ce que tu as dit, Aïcha, ta formation a été très bien reçue, très bien perçue. Donc ça, là-dessus, c'est vraiment un succès. Et justement, je crois que c'était une très bonne décision de dire, bah voilà, on forme d'un coup 2 jours. Je crois que c'est à peu près la bonne durée pour arriver à mettre tout le monde au même niveau, que tout le monde parle le même langage et que tout le monde, du coup, ait le même niveau de compétence. Euh, Ensuite, comme tu disais, Aïcha, c'est que le début du problème. En fait, on n'en sait rien, quoi. On est en charge de former ces managers de demain, ces experts de demain dans le numérique, parce que Effray est vraiment focalisé sur le numérique. Mais en fait, on ne sait pas trop quelles sont les connaissances, les compétences. On sait qu'ils auront besoin de connaissances, de compétences, on sait qu'ils auront besoin de maturité dans leur métier, mais pour l'instant, on ne sait pas trop, quoi. Donc effectivement, comme tu disais, Aïcha, maintenant, il y a un problème de transfert vers la recherche, de transfert vers les métiers. Un ingénieur en intelligence artificielle, de quoi il a besoin dans son métier futur pour être vraiment utile à son entreprise et à la société de manière générale. Il reste encore beaucoup, beaucoup à faire. Et pour revenir sur ce que disait aussi Vinciane, c'est que moi, je ne peux que remercier ce qu'a fait le Shift avec l'INSA, parce qu'en partageant tout ce travail-là, en mettant sur la table, en partageant avec tout le monde le travail, ça nous aide énormément, ça nous met une base, ça nous met déjà quelque chose qui existe, ça nous fait un point de référence. Mais je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble pour définir l'ingénieur de demain, par exemple. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble. De manière plus pratique, on a essayé justement de prendre ça et finalement, on a pris en consultant quelqu'un qui avait travaillé avec l'INSA et du Shift Project pour nous aider à justement réinstancier un peu ce qui avait été fait avec l'INSA dans tous nos programmes. Et voilà, on est en train de balancer tous nos programmes d'un monde à un autre et tout sera prêt à la rentrée 24. Là, à la rentrée 23, on est au milieu du gué à peu près. On a transformé la moitié. La rentrée 24, tout sera propre sur les 50 formations.
super intéressant. Merci pour ce cas pratique. Euh, et Vinciane, du coup, on a parlé de la formation des professeurs, on a parlé d'avoir des groupes moteurs. Je ne sais pas si tu vois de ton point de vue, du coup, un petit peu encore une synthèse, enfin, un peu transverse, d'autres soit facteurs déclencheurs clés, soit des freins que tu pourrais trouver un peu transverses qui se retrouvent d'un établissement à un autre et qui font justement que parfois on ne va pas assez vite, on va pas assez au bon niveau, que ce soit sur la transition des programmes ou sur la transition des campus d'ailleurs. Alors encore une fois, nous, on a surtout travaillé sur la transition des, des enseignements vraiment. Autant on travaille beaucoup au Shift Project sur la décarbonation de plein de secteurs qui se considèrent pas comme des gros émetteurs, typiquement de la culture, de la santé. Autant sur l'enseignement supérieur, là, on a vraiment travaillé sur la transformation des enseignements, donc c'est plutôt à ce niveau-là que je vais pouvoir répondre. Euh, mais en tout cas, au sein des établissements, peut-être que les freins qu'on identifie, ce sont d'une part au niveau des enseignants-chercheurs en particulier. Euh, bon, peut-être que Étienne et Aïcha pourront voilà, nourrir de leur propre expérience, mais il y a quand même parfois des freins liés au fait que les enseignants-chercheurs vont avoir une posture de sachant, très, en fait, où ils sont vraiment experts de leur domaine, euh, d'un domaine dans leur discipline. Ils vont être parfois peu enclins à se former sur des sujets qui sont nouveaux, qui sont très interdisciplinaires. Donc ça, c'est pas du tout dans les logiques de travail dans ce milieu-là. Parfois, ça va demander une remise en question de ces cours, en fait, qui sont peu enclins euh, à mener et à accepter même, parce que en fait, ça vient aussi avec des critiques de l'extérieur sur des sujets dont ils sont spécialistes. Donc parfois, ça peut créer des frictions. Et parfois, il y a un sentiment de rejet aussi d'un sujet qui est considéré comme politique. Et souvent, enfin, nous, ce qu'on dit beaucoup, c'est les disciplines, on a travaillé sur les formations d'ingénieurs, de gestion, les sciences de l'ingénieur, les sciences de gestion, la manière dont c'est enseigné, c'est déjà politique en fait. C'est pas neutre. Et parfois, voilà, l'absence de neutralité de leurs enseignements est quelque chose qui est pas, enfin, en tout cas, une critique qui est pas bien acceptée. Parfois, il y a aussi tout simplement des enseignants-chercheurs ou des enseignants en fait, vont vouloir mener ces changements, mais se sentent pas forcément légitimes à intégrer du contenu interdisciplinaire, encore une fois, qui vont pas forcément avoir euh, les ressources dont ils ont besoin, en fait, les ressources pédagogiques dont ils auraient besoin pour construire leur cours. Donc parfois, c'est aussi pas que de la mauvaise volonté, hein. Il y a beaucoup de personnes en fait, qui souhaitent mener des changements et qui savent pas forcément par où le prendre, comme disait Aïcha tout à l'heure. Parfois, il y a un déficit de formation qui fait qu'on ne se rend pas compte aussi du niveau de transformation que ça peut requérir. Donc là encore, voilà l'importance de la formation qui revient tout le temps. Et puis ça, c'est au niveau du corps enseignant, mais il y a aussi évidemment des freins qui sont liés à la direction. Euh, Quand parfois, enfin souvent en fait, il n'y a pas assez de moyens qui sont mis sur ces transformations-là, notamment de moyens humains. Tout à l'heure, je parlais de temps pour se former, mais aussi pour avoir des échanges entre pairs, en fait, pour prendre le temps des transformations des cours. Alors, Étienne, je ne sais pas comment ça se passe dans votre établissement, euh, mais en fait, il faut quand même des moyens très importants que soit la direction, soit parfois l'État dans les établissements publics ne donne pas, en fait, à la mesure des transformations à mener. Ou parfois il y a des moyens, mais en fait c'est mis en concurrence avec plein d'autres projets de l'établissement qui font qu'il y a un déficit de priorisation en fait avec des projets qui peuvent aller sur le développement international par exemple, voilà, avec parfois un enjeu de cohérence qui est pas forcément présente. Ouais. Et puis après voilà, ça c'est au sein des établissements et puis il y a plein de freins en fait euh, qui peuvent être, que je vais pas détailler là tout de suite, on en parlera peut-être après, mais qui sont pas des freins internes, mais qui sont plutôt des freins externes sur le rôle de l'État, le rôle des classements, des accréditations, ce dont tu parlais, Raphaël, en introduction, Et je crois que qui sont majeurs. Ouais. je vais Ouais. renvoyer la balle à Étienne sur ce sujet du coup, parce qu'on en avait déjà un petit peu discuté sur le rôle des classements, ce qui me fait d'ailleurs prendre la question de Delphine qui a été posée dans le chat. Est-ce qu'il y a des travaux avec la commission des titres ingénieurs, qui a cette commission qui oblige les écoles d'ingénieurs sur les écoles internationales? Étienne, peut-être de ton point de vue de direction d'établissement. Non, non, mais tout à fait. Justement, ouais, la question est parfaitement pertinente, hein. C'est vrai que dans nos tutelles,
on a des contraintes de passer, d'internationaliser nos élèves ingénieurs. Et donc, c'est là où ce que tu disais, Raphaël, il y a vraiment un problème systémique. Il faut que le ministère bouge, il faut que les enseignants bougent, il faut que les entreprises bougent, il faut que les élèves bougent, il faut que tous les gens qui font les classements, que ce soit les classements français, l'étudiant, Figaro ou Shanghai, etc., bougent. Il y a vraiment un problème de bouger tout le monde ensemble. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui bougent, mais voilà, il y a une inertie énorme, comme disait Vinciane. Le problème, c'est qu'une école, on a une tempo à l'année quand on définit les programmes, mais en fait, un programme d'ingénieur, c'est un tout qui est défini sur 5 ans, quoi. Et donc, en fait, c'est un gros bulldozer et on arrivera finalement à faire le mouvement dans 5 ans. De toute façon, il n'y a pas de secret parce que quand on fait évoluer les programmes, il faut commencer en première année, ensuite ça se propage en 5e année. Donc, il y a une inertie gigantesque de tout le système avec le nombre d'intervenants, avec la complexité. Et puis, finalement, il n'y a pas de place libre dans les enseignements. Si on rajoute un enseignement sur la biodiversité, en première année après le bac, faut supprimer quelque chose. Mais on supprime quoi? Mais la CTI nous demande des cours comme ça, mais les choses, vous voyez, donc tout est complètement imbriqué. Donc c'est très compliqué pour arriver à bouger. En plus des problèmes, comme tu disais, Vinciane, d'arriver à former les professeurs, arriver à savoir même quel était le besoin, sur quoi on a besoin de se former et découvrir un nouveau monde, quoi. Donc oui, oui, c'est une grosse machine à bouger. Et donc, je pense, quand même des concertations en cours, mais comme tu dis, c'est lent. Et en plus, il y a un peu ce sujet de, comme tous les établissements sont en concurrence pour ces classements, s'il y en a un qui bouge avant les autres, il se met un petit peu en risque dans son classement. Alors oui, il y a un risque dans son classement, mais inversement, c'est aussi une possibilité de com, hein. Enfin, moi, j'ai rien contre le greenwashing, parce que le greenwashing, mine de rien, ça bouge, c'est un moteur comme un autre. Ensuite, après, c'est à l'interne de s'assurer que cette dynamique un peu du greenwashing ou de besoin de faire de la com sur on y va, on est partant, c'est une dynamique, c'est un moteur comme un autre. Et après, c'est à nous en interne de transformer ça, que ça soit un pas dans la bonne direction, même si le pas est jamais, peut-être jamais assez grand. Mm. Euh, donc oui, oui, il faut un moteur. Et les classements extérieurs, comme les labels BDRS, comme ces choses-là, ces labellisations, je trouve que c'est un moteur qui est finalement bon. Le moteur du marketing, de l'image, c'est un moteur qui est finalement bon. Et donc, profitons de cette dynamique pour faire évoluer les choses, hein. Intéressant, effectivement, de le voir comme un moteur plutôt que comme une contrainte à ces sujets de communication. Aïcha, peut-être du coup, sur une question que nous pose Trinité Laroche, j'ai l'impression que c'est plus facile de bouger dans l'enseignement privé que public. Qu'en pensez-vous? Moi, bonjour Trinité, et moi, j'ai pas une vue d'ensemble, mais effectivement, ma petite expérience m'a montré plutôt que il y a un profil d'école privée qui a déjà un peu une sorte de une habitude, on dirait, de fonctionner avec des choses un peu à la carte, où il y a des choses pas très labellisées, pas trop peur aussi. J'ai été contactée récemment par Stéphane Ardel qui crée aussi des programmes à sub de pub, par exemple, et je sens que ils sont dans une logique assez naturelle d'aller chercher des intervenants comme ça, et donc assez souple, comme l'a fait aussi Étienne, pour faire venir des gens qui sont pas forcément stricto sensu dans le monde académique, mais du coup, qui sont justement dans ces frontières. Ça me fait un peu rebondir sur le propos de Vinciane, parce que effectivement, comment est-ce qu'on fait pour entrer avec des contenus pertinents quand tout doit bouger et quand en plus entrer avec une casquette d'activiste, il y a plein de moments où ça marche pas. Euh, et ça, je me dis, en tout cas en t'entendant Vinciane, c'est d'autant plus important. Bah, par exemple, en fait, quand on arrive et qu'on est capable de dire, mais en fait, c'est là-dessus que vous embaucheront les entreprises demain. Et si c'est pas demain, c'est après-demain. Moi, j'ai enseigné à HEC à la rentrée. Et un des derniers slides que je tenais à leur faire passer, c'est en fait, les courbes, elles sont exponentielles comme le Covid. En année zéro, c'est ce que vous appelez un truc de marginal et d'extrémiste. Et en fait, 3 ans plus tard, moi, je l'ai vu sur le marché. C'est un truc qu'on appelle expertise, où on vient vous chercher. Et entre-temps, ça s'appelle innovation, pionnier, etc. Mais les changements, ils vont vite. Et je trouve qu'avoir des cas comme ça permet un peu de neutraliser, en tout cas, la résistance face à une posture politique. Et après, pour suivre dans la question de Trini sur les écoles publiques, moi, j'ai aussi travaillé avec Dauphine, aussi travaillé avec l'école de l'ENSTA.
Donc, il y a aussi de la volonté de ce côté-là, mais effectivement, j'ai eu l'impression que c'était moins des choses ponctuelles, assez souples comme ça, et c'est plus, en tout cas pour les cas que j'ai suivis et dans lesquels je me suis impliquée, à Dauphine, c'était vraiment une grosse motivation de la direction, de quelques profs qui ont porté ça, et qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé ce fameux cours de première année, paf, bloc, socle, sur le réchauffement climatique et la biodiversité, avec cette approche pluridisciplinaire, qui est quand même assez particulière, et qui peut pas être portée par tout le monde, ça c'est vrai, parce que tout le monde n'a pas forcément la fibre d'aller s'intéresser à toutes ces sciences, etc., et ça demande ça. À l'ENSTA, c'est pareil. Là, on est en train de créer le premier cours de première année sur ces thématiques environnementales. Moi, j'ai un peu envie de dire, et pardon de reboucler, mais du coup, moi, ça me fait vraiment ça me donne envie de pousser les établissements à dire formez vos profs. En fait, évidemment qu'on a peu de moyens, donc c'est pour ça qu'il faut essayer de former les formateurs. C'est parce que sinon, on va s'éparpiller entre plein de trucs, on va devoir payer cher des gens qui auront cette connaissance un peu de pointe, mais pour faire quoi? Des cours à une quinzaine d'élèves. Moi, personnellement, j'adore et je pense qu'il faudra aussi passer par là. Mais il y a un gros levier à embarquer les profs. Et en fait, je trouve ça coûte moins cher. Quand je regarde, franchement, on peut faire. Enfin, j'ai aussi 15 personnes en face de moi et dans tous les cas, l'établissement, il va payer les 50, 80 euros de l'heure. Un truc aussi que ça me fait, auquel ça me faisait penser, pardon, je tire ce fil, mais tu me demandais tout à l'heure qu'est-ce qui fait un bon cours. Et en fait, je me disais, un bon cours, entre autres, je pense que c'est justement quelque chose qui ne va pas être attaquable trop vite de politique, parce que ce qu'on fait, c'est de la science. Et ce qu'on fait, c'est de l'enseignement. Et en fait, on le fait avec la même déontologie, avec la même approche, avec la même transparence que ce qu'on a toujours fait. Juste, les thèmes ont changé. Les thèmes qui nous préoccupent aujourd'hui, c'est de savoir, c'est même pas de ne pas faire d'algorithmie, c'est de se poser la question de comment ton ordinateur et tes systèmes informatiques ils tiennent dans Paris à 50 degrés. Donc on n'est pas anti-numérique quand on fait ça. On est juste en train de poser une question actualisée sur le numérique. C'est super Après, j'ai bien. d'autres petits conseils que je pourrais passer comme ça s'il y a des enseignants qui nous écoutent avec plaisir. Mais... Bah, on va, je pense, essayer de rester dans le concret. C'est hyper intéressant ce que tu dis de cette notion de ce qui rejoint ce que disait Vinciane sur la partie politique. En fait, chaque discussion, elle est positionnée politiquement. Et justement, essayer de sortir de non, l'écologie, elle n'est pas forcément politique dans ce sens-là. C'est plus une question physique aujourd'hui. On sait qu'il y a du réchauffement et comment ça va impacter notre vie. Ça fait partie de ce que doit savoir un ingénieur demain. Euh, Peut-être, du coup, pour repartir sur les conseils du Shift côté Vinciane, on a une question d'Agnès qui demande comment, dans la modification des programmes, on fait évoluer justement les enseignements. Est-ce que c'est une évolution progressive où on retire des pourcentages par matière ou est-ce qu'on demande à chaque enseignant de le faire de manière transverse? Ce qu'on a au Shift Project, ce qu'on a recommandé aussi bien dans les formations d'ingénieurs que de gestion ou en finance, c'est d'avoir les deux en fait. L'idée, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait un bloc de cours tronc commun, donc pour tous les étudiants, donc vraiment des cours obligatoires qui soient dédiés à la compréhension des enjeux écologiques. Dedans, qu'est-ce qu'on met? On met des enjeux physiques, donc le climat, la biodiversité, aussi l'épuisement des ressources énergétiques ou autres ressources minérales, par exemple. Euh, et en quoi c'est lié aussi, enfin, il y a ces enjeux physiques, mais en quoi c'est lié aussi avec des enjeux sociaux, avec le cœur de formation des étudiants, avec un système économique, un système politique dans lequel s'inscrivent aussi les étudiants et vont s'inscrire les étudiants dans leur vie professionnelle. Donc, il y a un minimum de blocs qui doit être vraiment dédié à ces enjeux, et donc qui demande là de faire de la place dans les maquettes, en effet. Et ensuite, en plus de ça, euh, et c'est notamment le cas pour les disciplines voilà, qui sont très liées à ces enjeux-là. Enfin, nous, on a travaillé sur les disciplines des sciences d'ingénieur, encore une fois, les sciences de la gestion, de la finance. C'est éminemment intriqué avec la transition écologique. Voilà, peut-être que sur euh, de la littérature ancienne, il y a peut-être moins ces enjeux-là. Enfin, il y a des ponts à faire, mais c'est quand même moins crucial, je dirais, pour la transition. On va moins demander à ces gens-là d'être des acteurs de la transition. Mais en tout cas, pour ces disciplines-là, il y a besoin de transformer aussi les cours pour donner un ordre d'idée,
dans pour les formations en gestion, on dit que dans un tronc commun, en fait, si on regarde juste les cours de tronc commun, il faut qu'il y ait environ en fait un tiers des cours fondamentaux. Donc tous les étudiants ont dans leurs 2 premières années de grande école, par exemple, si c'est un programme de grande école, il faut qu'il y ait un tiers des cours qui soient consacrés à ces enjeux-là, avec une partie, donc 48 heures de cours en tronc commun, et puis 116 heures, mais globalement plus de 100 heures, qui sont en fait des, des heures des cours fondamentaux de marketing, d'économie, de finance, qui soient revus à l'aune des enjeux écologiques. Donc, où on enseigne des connaissances, des compétences qui vont permettre d'être acteur de la transition. Et en fait, il faut vraiment les deux. Il faut faire le pont. En fait, il faut une bonne compréhension des enjeux, d'où le fait d'avoir des cours fondamentaux, comme le cours qui a été créé à Dauphine, et aussi faire le pont avec les cours fondamentaux des étudiants, parce que sinon, ensuite, sinon, ça reste déconnecté, et en fait, on ne voit pas le lien. Et l'enjeu, c'est ensuite d'intégrer ces connaissances-là, d'intégrer ces enjeux-là dans sa future vie professionnelle. Ouais, Et super moi, intéressant. Vas-y, je pense que ça répond à la question d'Agnès. si je peux rebondir une seconde, Raphaël, moi je m'inquiète un tout petit peu quand je vois des thématiques vertes, genre, je sais pas, finance durable, être un peu parachutées à un moment du programme à des étudiants qui n'auront pas du tout eu ce socle et qui n'ont en fait aucune bonne compréhension de la biodiversité, du cycle de l'eau. Et en fait, du coup, j'ai l'impression ça, c'est un peu risqué parce que ça va beaucoup appauvrir le contenu, ça va en faire une thématique un peu de mode, alors qu'il y aurait eu de la place et les étudiants, ils sont demandeurs, et comme les profs, en fait, comme nous tous, ils sont demandeurs de ces socles qu'on doit leur donner, même pour ceux qui prennent un peu le train en marche et qui sont un peu avancés dans leurs études, quitte à ouvrir après sur des thématiques un peu plus spécifiques, quoi. Ce que tu dis, c'est que tant qu'il n'y a pas ce socle commun de connaissances partagées et enseignées à tous, faire des enseignements très spécifiques, soit ça parlera que aux gens déjà très renseignés, soit si tu l'adresses à un public non très formé, ça risque de pas porter ses fruits, c'est ça? Bah ouais, c'est complètement creux. Qu'est-ce que ça veut dire de parler de finances durables à quelqu'un qui ne sait même pas évaluer? En fait, à quelqu'un qui entendra le mot carbone sans du tout savoir c'est quoi. Tu vois, il y a une déconnexion un peu. Et c'est ça, moi, tu vois, on parlait de qu'est-ce qui fait un bon cours. Je pense que le sentiment avec lequel les gens sortent à chaque fois et me remercient, c'était pas jargonneux, tu vois. On n'est pas là pour recréer un nouveau vocabulaire qui n'a pas de sens pour les gens. C'est un peu surfer sur la vague, mais trop facilement. Et moi, je pense que le soufflet, il risque bah, justement s'essouffler ou retomber trop vite si on prend cette voie un peu rapide là. C'est agréable pour tout le monde de se donner les moyens de réancrer des connaissances simples. Et ça prend pas une éternité non plus. Ok, intéressant. Et Étienne, du coup, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez de donner dans votre refonte Non, des non, programmes que vous êtes en train de faire? tout à fait, hein. C'est que de toute façon, il faut quand même voir qu'on prend des jeunes en post-bac et qu'on les mène à bac+5. Ils n'ont pas le même niveau de maturité, ils n'ont pas le même niveau de connaissance, donc il faut les accompagner. Et par exemple, là, tous ceux qui sont entrés cette année, on a fait 3000 fresques du climat, là, à la rentrée, là, dans les premiers jours où ils sont arrivés à l'école, et ben, on est passé tout le monde à la fresque du climat, on en a fait 3000. Et ben voilà, c'est un petit pas, mais c'est là-dessus, ils vont pouvoir augmenter doucement leur maturité, leur connaissance. Et évidemment, il faut construire une pyramide solide en partant du bas. Ensuite, après, il y a autre chose dont on n'a pas parlé, et à mon avis, moi, qui me paraît intéressant, justement, c'est que ces élèves, au-delà des cours de formation où on leur apprend, et ben derrière, il faut aussi euh, enclencher, encourager l'aspect participatif. Donc, on travaille pas mal avec les associations étudiantes. On a pris une association étudiante, je dirais, verte. On fait le maximum d'empowerment de cette association étudiante pour qu'elle prenne un rôle plus important, pour qu'elle puisse diffuser, pour qu'elle puisse parler, pour qu'elle puisse diffuser cette connaissance-là. Et c'est toujours mieux quand c'est un élève qui parle aux élèves plutôt que quand c'est un vieux qui parle aux élèves, quoi. Je crois que c'est aussi important de voir cette formation horizontale et comment on arrive à faire diffuser ça de manière horizontale. Effectivement, c'est un très bon point. Et c'est parce que tout à l'heure, Vinciane, enfin, on en parlait de manière globale, l'importance de former le COMEX pour que les moyens soient alloués, que les enseignants se donnent les moyens. Mais c'est vrai qu'on parle à un public étudiant, et si on arrive à repasser par de la formation par les pairs, ça fait que ancrer plus ces sujets. Aïcha, on avait parlé un petit peu d'éco-anxiété
avant cette intervention. Je pense que c'est un bon point par rapport à la question que vient de reposer Agnès sur le fait que la formation demande un temps de prise de conscience nécessaire avant de pouvoir consolider ses connaissances. Et la fresque du climat, c'est un super outil de sensibilisation, mais c'est vrai que la particularité de cet outil, pour ceux qui le connaissent ou pas, c'est plutôt de présenter le constat sur le réchauffement climatique, mais pas de parler de solutions, ce qui peut créer en général un côté un peu anxiogène pour les participants. Aïcha, du coup, tu avais un apport sur la question de l'éco-anxiété chez les étudiants. Ouais, l'éco-anxiété, c'est un thème qui revient souvent, comme tu parlais des freins à enseigner ces thématiques. Et on a toujours peur de la créer, de l'augmenter, de ne pas savoir la gérer ensuite. Et moi, j'ai une expérience assez différente, en fait, sur ce sujet. Je nie pas du tout l'éco-anxiété qui nous anime, mais je pense plusieurs choses à ce sujet. La première, c'est que l'éco-anxiété ne vient pas de cours sur le réchauffement climatique, elle vient du réchauffement climatique et à la limite, elle vient de tous les autres endroits où on en parle dans la société. On est éco-anxieux parce qu'on sent que, par exemple, on ne met pas les moyens en face collectivement dans notre société, c'est un fait. On est éco-anxieux parce qu'on prend la mesure des catastrophes et que on voit aussi une situation de conflit social dans la société. Donc, pour moi, ça, c'est ce que portent les étudiants. Mais il y a un contraste. Je sortais encore de Fresque du climat il y a 2 semaines. Je peux vous dire, comme d'habitude avec la fresque, ben, les gens ils sont là, oh là là, oh là là. Et puis la fresque, elle se termine effectivement avec des cartes genre famine, je sais pas, conflit Question de armé, etc. guerre. Donc ça met vraiment dans des thématiques qui ne peuvent être que noires. Mais believe it or not, comme ils disent, on sort de ces 3 heures et les gens sont là. C'était super, vraiment, c'est génial, vous allez nous revoir, etc. Et moi, ce contraste-là entre le propos et sérieux, le propos et on parle de ça parce que, entre autres, le réchauffement climatique, effectivement, c'est une vraie menace, c'est un vrai problème dans nos vies. Mais ce temps de l'enseignement qu'on fait du réchauffement climatique, ce temps de l'enseignement peut être très bien apprendre des choses sur un sujet intéressant avec quelqu'un d'intéressant qui vous a guidé, ce temps-là est une belle expérience. Et moi, je garde vachement ça, cette fibre. Enfin, c'est presque un truc, déjà, je me suis dit en préparant ce webinaire, déjà, c'est égoïste. C'est juste parce que moi, j'ai envie de passer du bon temps dans ma vie. Et du coup, j'ai pas envie que les passer du temps à nourrir de l'éco-anxiété, à avoir des sens. Je ne veux pas ça. Le deuxième, c'est que je pense que c'est même une posture éthique. C'est-à-dire, on n'est pas là pour... les gens, ils nous font confiance parce que on parle avec soin, avec respect, avec écoute, avec de la clarté, avec transparence, avec intelligence, avec créativité, avec humour, d'un sujet qui effectivement est sérieux, qui savent déjà que c'est sérieux. Donc en fait, on n'ajoute pas de l'éco-anxiété, au contraire, je pense qu'on a carrément les moyens de l'amenuiser. Et même sans entrer dans des solutions. Les gens n'attendent pas de nous qu'on ait la solution miracle. Les gens attendent de nous, par exemple, qu'on les situe par rapport aux solutions, qu'on les laisse pas avec tous leurs problèmes. Une chose qui est plus facile à faire que de dire j'ai la solution pour toi qui, je sais pas, habite dans la banlieue de Bordeaux et qui est agriculteur. Non, évidemment, moi qui habite au centre-ville de Paris, je n'ai pas la solution pour cette personne-là. En revanche, par exemple, je peux l'aider à se situer par rapport au problème. Je peux mettre des mots sur ce que la personne perçoit. Je peux apporter de la science qui soit de la sociologie, de l'économie et tout, pour éclairer cette situation. Et en fait, les gens ne demandent que ça. Et ça, ben, vous n'avez pas résolu le problème du cancer que la personne est là, mais par contre, vous lui avez donné les moyens de se figurer c'était quoi. Et elle se sent dans une posture plus digne, plus humaine, plus en puissanté là. Bon, pardon, c'est un peu lyrique, mais en fait, je vois aussi les conséquences pratiques de cette posture tous Non, les mais jours. Et c'est un bon retour, effectivement, pour trancher ce côté éco-anxiété. Et effectivement, quand on est formateur, parfois, on a un peu cette responsabilité de se dire, je vais créer de l'éco-anxiété. Donc, c'est une bonne manière de désamorcer ça. On a une remarque de Aude qui nous dit qu'à l'ESSEC, ils sont passés aux ateliers d'automne pour les rentrées climat. Et pour ceux qui ne savent ou pas, mais les ateliers d'automne sont plus tournés vers la mise en action, ce que peut faire une entreprise, ce que peut faire un État, ce que peut faire un individu. Donc, ça permet peut-être de combler ce côté, je suis laissée avec le constat et j'ai pas de solution. Mm. Euh, et du coup, oui, je sais pas, Vinciane, toi par exemple, si tu as un retour là-dessus sur ces ateliers plutôt fresque du climat, plutôt d'automne pour les étudiants. Alors, c'est pas une question sur laquelle on a travaillé en particulier. Je sais qu'en général, l'atelier d'automne a beaucoup été pensé comme une suite de la fresque du climat.
Et donc, voilà, c'est justement pour pallier l'absence de vision de solution ou d'action, plus exactement. Enfin, c'est pas forcément des solutions, parce qu'on parle pas de solutions miracles, mais d'action par rapport au changement climatique. Mais honnêtement, je saurais pas dire à quel point l'atelier d'automne est ou n'est pas utilisé, quelles sont les réactions des étudiants, j'ai pas de vision dessus. Bah, Non, écoute, non, je suis d'accord avec Vinciane, mais excuse-moi si je t'interromps, Raphaël. Je crois qu'on a, moi, c'est ce que je perçois quand même, hein, c'est que tous les élèves ne sont pas plus motivés que ça, hein. C'est-à-dire qu'il faut pas croire que tous les jeunes, ils sont partants, ils sont fanatiques, ils sont intéressés par ces sujets-là. Et même dans mes enfants, il y en a qui, ouais, c'est un problème. Enfin, ils sont prêts à prendre l'avion pour aller à l'autre bout du monde quand même, hein. Donc, je crois qu'on a quand même aussi une responsabilité, ces jeunes-là, de les motiver, de leur enseigner peut-être aussi le problème, quoi, hein, qu'ils prennent un peu quand même conscience du problème, même si c'est un peu éco-anxieux. Effectivement, l'atelier d'automne est un bon enchaînement en disant, bon, il y a un problème, on a des actions, mais il faut, je pense aussi parler un peu du problème, commencer par en être conscient. je pense. Ouais. Tout à fait. Et dernière petite question, parce qu'ensuite il sera l'heure de s'arrêter, mais je trouve que la question de Tom est intéressante. Tom, du coup, qui travaille chez Latitude et qui fait des ateliers pour sensibiliser aux impacts sociaux et environnementaux du numérique. Et il remarque qu'il y a des réactions ou des intérêts des étudiants très différents en fonction des cursus. Donc j'imagine qu'on parle de cursus d'ingénieurs, commerciaux, littéraires peut-être. Du coup, c'est peut-être une question pour Vincent, qui a peut-être la vision plus transverse. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as un point de vue? Et comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Hem, à part dire que, en effet, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Étienne, il y a des intérêts très différents et des engouements différents des étudiants sur ces sujets-là. Et en effet, c'est le fait que non, ça fait pas bloc. Je sais pas, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être Étienne qui a une vision plus, en particulier justement sur les formations numériques, qui a une vision un peu plus terrain et qui a peut-être des éléments là-dessus. Désolée Étienne si je Ouais, non, non, mais si je c'est passe ce la que je main. dis. Moi, je suis un peu surpris en voyant que les ingénieurs du numérique sont pas. Alors, il y en a quelques-uns qui sont engagés, motivés. Globalement, ils ne le sont pas tous, hein. Donc, effectivement, ça m'étonne pas ce que dit Tom, hein, c'est que ça doit dépendre vraiment des secteurs, vraiment des milieux, vraiment des cursus, etc., etc. Ça m'étonne pas du tout. Donc là, c'est à chacun dans son secteur de s'approprier du problème et de voir est-ce qu'on est sur une branche plus ou moins solide, hein. C'est vrai que si on travaille dans l'aviation, le discours ne sera pas le même. Le numérique, c'est quand même aussi un problème. Ça fait évidemment partie du problème. Est-ce que ça peut être une partie de la solution? Voilà, c'est un peu l'enjeu. Donc là, chaque secteur, à mon avis, on a besoin un peu d'introspection en disant quelle est notre position et ensuite de faire face aux élèves en disant, bah voilà, à quel niveau de maturité ils en sont. Et pour, Et peut-être aussi, peut-être enfin rebondir quand même là-dessus, il y a peut-être un enjeu de se dire aussi que, il faut sensibiliser les étudiants, en effet, mais il faut, beaucoup leur apporter des connaissances et en fait, que ça les intéresse ou pas, qu'ils aient envie, d'œuvrer pour l'intérêt général et sur ces sujets-là en particulier, ou pas, en fait, c'est aussi des connaissances, notamment sur le numérique, en fait, techniques, des connaissances du contexte, économique, physique, dans lequel s'inscrit, le développement du numérique, en fait, qui sont des savoirs de base qui vont devenir de plus en plus importants parce que, voilà, on va vers, typiquement sur le numérique, un accroissement du besoin, d'énergie, requis pour le développement du numérique. Donc en fait, va y avoir des tensions, il va y avoir des arbitrages à faire et en fait, il faut aussi se dire que, ça devient des savoirs, des connaissances de base. Heu et donc voilà, il faut embarquer les étudiants, mais il faut aussi, poser, heu, poser ça. Le fait qu'on n'est pas là pour leur demander d'être des bons petits soldats, pour lutter contre le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité, mais aussi simplement de suivre leurs études et de bien se former et que sur ces Non, non, je aujourd'hui, suis sujets. ces entièrement sujets, c'est d'accord. d'actualité Je suis générale. entièrement d'accord. Oui, oui, oui. Non, mais de toute façon, en tant qu'école d'ingénieur, on est là pour apporter les connaissances, la compétence, la maturité. Et c'est notre mission. Je suis d'accord avec toi, Vinciane, évidemment. Et je vais juste prendre la toute dernière remarque je vais l'adresser à Aïcha.
La question de Tom de Latitude disait aussi comment est-ce qu'on fait pour s'adresser aux étudiants en fonction de leur intérêt de la chose. Ouais. Et Aïcha, je sais que tu connais bien notamment ce qu'a produit Parlons Climat sur les différents Ouais, types de ouais. profils. Bah, en tout cas, c'est vrai, Tom, je vois un petit peu, enfin, en tout cas, je perçois un petit peu ces différences d'une discipline à l'autre qui vont pas avoir les mêmes rôles forcément à jouer dans la transition, qui sont pas remis en question exactement aux mêmes endroits. Euh, Moi, j'enfoncerai le clou de ce que vient de dire Vinciane et Étienne, à savoir que, en fait, il faut valoriser ça aussi aux yeux des étudiants, d'une part, à qui on ne demande pas forcément leur avis en plus sur ce qu'on leur raconte, parce que c'est quand même le rôle du prof de savoir voilà. Mais qu'en plus, je veux dire, moi, je pense qu'entrer avec l'idée de c'est le monde dans lequel vous allez vivre, ce sont donc les entreprises qui vont vous recruter, voilà les compétences, ça, quand même, ça, ça pose l'intérêt du sujet. Ensuite, par écho avec ce que tu disais sur Parlons Climat, ouais, souvent aussi le désintérêt, il est, enfin souvent, pas systématiquement le cas hein, par rapport à ce que tu pointais, Étienne, mais il y a aussi une forme de désintérêt ou de distance qu'on prend avec ces sujets, un peu comme une posture défensive. On s'identifie pas à la personne qui parle, qui elle a l'air d'un peu faire du compost et aller à la map, c'est mon cas. Et en fait, du coup, ça crée des blocages. Et il y a des décodeurs d'essayer de créer des ponts ou de parler le même langage que des gens qui sont ailleurs dans le système. Bah, Parlons Climat a fait un super travail un peu d'analyse et de pouvoir se mettre dans les baskets de cette personne, un étudiant, mais ça peut être un prof et ça peut être au-delà. Et ça, je pense que c'est effectivement, en tout cas, garder de la sensibilité pour là où les gens en sont. Parce que dès on leur permet de dire où ils sont sur cet échiquier social, et comment eux, ils perçoivent le problème, je trouve qu'on n'a plus vraiment des antagonismes, on a juste, effectivement, on n'a pas exactement les mêmes rôles. Et pour donner un petit exemple concret aussi, moi, j'aime bien rappeler aux gens que ils vont pas avec les compétences qui sont les leurs. Par exemple, quelqu'un qui fait du marketing, ben souvent quand je présente les rapports du GIEC, je dis et là, on aurait besoin de gens qui savent faire du marketing parce que sinon, on n'aurait pas des messages aussi abscons sur des interfaces aussi compliquées d'usage. C'est un peu une façon pour moi de dire, de transmettre quand même l'idée. Je pense qu'elle est importante pour les étudiants. Tu trouveras ta place en fait. Il n'est pas dit que tu dois faire les sacrifices que tu penses que tu vas devoir faire. J'ai gagné plus d'argent en travaillant dans un fonds qui investissait dans le climat que si j'avais peut-être pris une autre voie plus classique. Donc, je sais pas, essayer aussi de nuancer un peu leurs propos et de leur offrir une voie qui leur semble adaptée pour eux, quoi. Et ben, je pense qu'on va rester sur ce joli mot de la fin. Merci à tous les trois. Si jamais vous êtes dans la situation où vous souhaitez mettre votre établissement en mouvement, je pense qu'on peut retenir essayer de trouver un petit groupe de gens motivés et engagés, convaincre sa direction, les sensibiliser, former l'ensemble du corps professoral et puis discuter avec les élèves, mais aussi leur faire comprendre que ces sujets, qu'ils le veuillent ou non, sont clés dans leur avenir, donc sont à prendre en main. Et je pense que de tout ça découlera aussi la transformation des établissements sur le côté décarbonation. Merci beaucoup à tous les trois pour votre participation. À tous les participants, on vous enverra du coup le support du webinaire à l'issue. Merci Stéphane pour ce commentaire. Merci à tous ceux qui ont posé des questions, celles et ceux qui ont posé des questions. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée et un beau week-end ensoleillé, comme pas normal en octobre, mais on parle de changement climatique. Donc, très bon week-end à tous. Merci à Merci tous. Raphaël. Merci beaucoup, très bon week-end.